Imagine que ton téléphone ne vibre pas avec «Votre paiement a été refusé», mais que ta notification soit ton propre corps pendu au gibet à l'extérieur de la ville, se balançant au gré du vent, bien en vue de tous. C'était la version médiévale du message automatique émis par le système de justice. Pas d'email, pas d'avocat, seulement des chants silencieux, l'odeur à la fois sucrée et âcre de la chair en décomposition et un message on ne peut plus clair sur le sort de ceux qui allaient trop loin. Aujourd'hui, quand on pense à la criminalité, on voit des caméras de surveillance, des interventions de police, des procès, des documentaires True Crime sur Netflix. Au Moyen-Âge, le décor était tout autre. Aux abords des villes se dressaient des potences ou des cages de fer où l'on laissait les corps de voleurs et de meurtriers pendant des semaines. Une sorte de panneau publicitaire lugubre qui murmurait à tous « Mieux vaut abstenir ». L'idée était simple. La peur devait maintenir les gens dans le droit chemin. En pratique, l'efficacité restait plutôt limitée. Pour avoir une idée des proportions, prenons la ville nord-anglaise de Lincoln. Environ 7000 habitants, mais plus d'une centaine d'homicides en une seule année, sans compter de nombreux vols violents et agressions. Malgré cela, seules 2 personnes furent exécutées. Autrement dit, les rues voyaient couler beaucoup de sang, les morts se succédaient, et une grande partie des auteurs disparaissaient tout simplement dans la campagne, échappant ainsi à la justice. Mets-toi à la place d'un homme ou d'une femme de cette époque. Pas d'objectif qui surveille chaque recoin, pas de papier d'identité, pas de registre centralisé. Si tu te faisais attaquer dans une ruelle sombre, il était fort possible qu'on ne retrouve jamais le coupable. Et si c'était toi qui volais quelque chose et que tu réussissais à traverser seulement un petit bois, tu étais, selon les critères d'alors, peut-être déjà hors de portée. L'Europe médiévale était pleine d'interstices, champs, forêts, chemins chaotiques. Entre un village et le suivant, s'étendait un espace idéal pour disparaître complètement du champ de vision des autorités. Ce qui surprend, pour beaucoup, la criminalité ne se résumait pas à voler ou tuer. Durant de longues périodes du Moyen-Âge, insulter Dieu était considéré comme plus grave que d'ôter la vie à un homme. Une insulte lâchée sans réfléchir, une remarque ironique sur la foi devant le mauvais public. Et te voilà accusé de blasphème, une faute que certains théologiens jugeaient plus lourde qu'un meurtre. Les peines allaient, selon les lieux, du bûcher à la mutilation, jusqu'à des méthodes d'exécution qui nous semblent aujourd'hui exotiques, comme être écrasé par un éléphant dans certains contextes du monde islamique médiéval. Notre récit se déploie en 4 grandes étapes. D'abord, nous entrons dans cet univers déroutant, où une offense religieuse pouvait peser plus lourd qu'une vie humaine. Ensuite, nous regardons comment fonctionnaient villages, villes et systèmes juridiques. Puis, nous suivons les actes eux-mêmes, du voleur récidiviste qui échappait sans cesse à la corde jusqu'au réseau de corruption qui protégeait des bandes entières. Et pour finir, nous assistons au destin de celui qui ne trouve plus aucune issue, ni face au jugement des hommes, ni face à celui de l'Église. Cette division en blocs permet un récit posé, presque documentaire, sans se disperser, comme une conversation à propos de quelque chose qui semble lointain et qui pourtant nous paraît étrangement familier. Au centre, une question inconfortable. Qui devient vraiment un criminel? La loi écrite, le péché, les commérages du voisinage?
Au Moyen Âge, ces frontières se brouillaient encore davantage. Le même geste pouvait être considéré dans un village isolé comme un simple écart et dans une grande ville comme un crime capital. Voler un manteau pouvait valoir dans un village français quelques mois de bannissement et à Londres la potence si les circonstances changeaient. La ligne entre péché, scandale et infraction punissable restait mouvante et ceux qui vivaient sur cette ligne risquaient à tout moment d'être broyés par elle. Pense un instant à ta situation actuelle. Tu peux pester contre un bus en retard, critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux, plaisanter sur des sujets sensibles dans des groupes privés. Au pire, une dispute éclate dans les commentaires. Dans l'Europe médiévale, une phrase mal interprétée pouvait t'emmener devant un juge, sur le bûcher ou à la ruine financière. Le pouvoir, civil comme religieux, cherchait à contrôler non seulement les actes, mais aussi les paroles, les pensées, les histoires qui se chuchotaient dans les tavernes. Même écouter certaines conversations pouvait devenir dangereux. Rester dans la bonne ligne revenait à s'exercer en permanence à l'autocensure. Et malgré tout, la criminalité prospérait. On croisait des bandits de grands chemins, des meurtriers impulsifs, des familles presque spécialisées dans le vol, des juges corrompus, des jurés achetés, des nobles qui protégeaient des bandes de brigands comme s'il s'agissait d'une milice privée. La carte de l'Europe médiévale n'était pas faite que de châteaux, de cathédrales et de champs de blé. C'était aussi une scène où la peur du châtiment cohabitait avec un sentiment d'impunité, du moins pour ceux qui savaient où se réfugier, à qui parler et où se cacher au moment décisif. Dans ce récit, nous marchons aux côtés d'un personnage inconfortable, le criminel médiéval. Nous regardons le monde à travers les yeux d'un homme qui a déjà un pied sur la potence et l'autre encore sur le seuil de l'église, toujours prêt à supplier pour un dernier refuge. Et à mesure que son histoire se déploie, une idée mérite d'être gardée en tête. Ce qui nous choque peut-être le plus dans le Moyen Âge, ce n'est pas seulement la brutalité des peines, mais la familiarité de certains mécanismes de contrôle, de peur et d'inégalité quand on les compare à notre propre époque. Avant donc de suivre la trace des voleurs, meurtriers, blasphémateurs et suicidés, il faut comprendre la scène sur laquelle ils évoluaient, la vie quotidienne, l'odeur des rues, le poids de la religion, la présence constante de la peur et de la violence dans le simple fait de vivre. Ce n'est qu'alors que la vie d'un criminel médiéval cesse d'être une caricature grossière de roman ou de film et se dote d'un visage, d'un corps et d'un contexte. Avant de suivre la piste du sang, des pots de vin et des évasions audacieuses, il faut comprendre le monde dans lequel tout cela se produisait. Oublie l'image d'une police avec numéro d'urgence, gyrophare et formulaire de plainte en ligne. L'Europe médiévale était un patchwork de villages, de petites villes fortifiées et de vastes espaces ouverts. L'autorité prenait des formes différentes selon les lieux, seigneur local, évêque, roi lointain, ou un mélange peu clair de tout cela. L'ordre et le droit ressemblaient moins à un système net qu'à un équilibre constamment renégocié. Commençons par le quotidien. La grande majorité vivait à la campagne et travaillait la terre. La routine était simple et rude. Semer, récolter, payer les redevances en nature, survivre à l'hiver, affronter maladies et mauvaises récoltes comme on pouvait. En ville, au contraire, régnait bruit, promiscuité et saleté. Artisans, marchands, apprentis, voyageurs,
mendiants se pressaient dans les rues. Nulle trace d'égouts modernes, chemins boueux, détritus à ciel ouvert, ports en liberté, ordures jetées par les fenêtres. Dans un tel décor, disputes, petits larcins et bagarres étaient presque inévitables et n'étaient pas toujours vus comme des crimes, mais souvent comme une part ordinaire de la vie collective. La religion pénétrait tout. Ce n'était pas un domaine parmi d'autres, c'était l'air que tous respiraient. L'Église réglait le calendrier de l'année, les fêtes, les jeûnes, le mariage, l'héritage, la morale sexuelle, la manière de penser la maladie et la mort. Le péché n'était pas qu'un concept théologique, c'était aussi une étiquette sociale. Un adultère découvert pouvait attirer humiliation publique, châtiment corporel et sermons incendiaires depuis la chair. Le blasphème, l'absence à la messe, les moqueries envers les sacrements. Tout cela était perçu comme une menace pour l'ordre, pas seulement pour la foi. Particularité intéressante, dans un monde largement analphabète, le contrôle passait beaucoup plus par la réputation que par le papier. Aujourd'hui, on prouve son identité avec des pièces, des identifiants, des mots de passe, des selfies pour accéder à son compte bancaire. Au Moyen Âge, le registre était la mémoire de la communauté, qui était réputé querelleur, voleur, ivrogne, hérétique potentiel. Une rumeur tenace au bon endroit pouvait ruiner une existence aussi sûrement qu'un dossier révélé en ligne aujourd'hui. À l'inverse, ceux qui disposaient d'un bon réseau parvenaient parfois à lisser des pans entiers de leur passé. Le droit lui-même était tout sauf uniforme. On trouvait un droit coutumier non écrit, des règles transmises de génération en génération, considérées comme obligatoires à côté, dans certains royaumes, de lois codifiées, sans oublier la justice ecclésiastique en charge des péchés, de l'hérésie et des fautes morales. Selon ton origine et la nature de ton acte, tu pouvais comparaître devant des instances très différentes. Les clercs, par exemple, tentaient souvent d'échapper aux tribunaux laïques en affirmant que seule l'Église pouvait les juger. Tout cela créait friction, conflit de compétences et beaucoup d'espace pour ceux qui savaient naviguer dans le système. Et la police, dans notre sens moderne, c'est une institution spécialisée. Au Moyen Âge, le monopole de la force était bien plus fragmenté. Dans de nombreuses villes, des guets de nuit patrouillaient, sonnaient les cloches en cas de trouble et arrêtaient les suspects. À la campagne, le seigneur pouvait rassembler ses hommes pour pourchasser des bandes armées. Mais, dans la pratique, tout reposait largement sur la communauté elle-même. Voisins qui portaient plainte, témoins qui accusaient, familles de victimes qui exigeaient réparation. Si personne ne poussait l'affaire, elle pouvait simplement s'éteindre. Conséquence notable, les crimes qui franchissaient les frontières étaient bien plus difficiles à poursuivre. Si tu volais dans une ville et fuyais ensuite sur le territoire d'un autre seigneur, la coopération entre autorités restait limitée et lente. Nulle trace de registres nationaux, encore moins internationaux. Le corpus delicti, c'était souvent la victime elle-même. Si elle mourait et que personne ne voulait s'en mêler, l'affaire disparaissait. À l'inverse, les actes commis en pleine rue, avec cris, témoins et tumulte, avaient beaucoup plus de chances de finir devant un tribunal, non pas forcément parce qu'ils étaient objectivement plus graves, mais parce qu'ils faisaient scandale. Un autre mot-clé, c'est l'honneur. Dans bien des communautés, il pesait plus lourd que l'argent. Une insulte publique,
une gifle reçue sur le marché, un coup d'épaule au mauvais moment pouvait déclencher de véritables vendettas, parfois sanglantes. Juridiquement, ces incidents n'étaient pas toujours jugés aussi sévèrement qu'un vol à main armée. Pour les personnes concernées, pourtant, la blessure à l'honneur pouvait sembler plus grave que la perte d'un objet. Se venger paraissait aussi naturel que défendre aujourd'hui son image sur les réseaux, à ceci près que les querelles se réglaient davantage à coups de poings et d'armes qu'à coups de commentaires. La pauvreté omniprésente traçait, elle aussi, les chemins de la criminalité. Trop de bouches à nourrir, pas assez de terre, mauvaise récolte, salaire dérisoire, autant de facteurs qui repoussaient une partie de la population aux marges. Tous ceux qui volaient n'étaient pas des professionnels. Beaucoup étaient des paysans ou des citadins qui, en temps de crise, franchissaient une limite. Voler de la nourriture, du bois, du bétail ou des vêtements pouvait être à la fois péché, infraction et stratégie de survie. Le système faisait rarement des nuances fines. Le vol par nécessité pouvait être puni presque aussi durement qu'un pillage violent, selon le lieu et les juges. Tout en haut de cette pyramide se trouvaient ceux qu'on traitait rarement comme des gens ordinaires, nobles, grands marchands, dignitaires de l'Église. Ils pouvaient être mêlés à l'extorsion, à la violence, à la fraude, voire à des homicides, tout en comptant sur une solide protection. Famille influente, juges conciliants, jurés impressionnables, menaces à peine voilées. Il arrivait qu'un bandit de grand chemin agisse en réalité sous la protection d'un seigneur local qui prélevait sa part du butin ou utilisait ses hommes comme force armée supplémentaire. Pour ceux d'en bas, le message était limpide. La loi existait, mais ne s'appliquait pas à tout le monde de la même manière. Dans ce système contradictoire, la figure du criminel médiéval prend forme. Pas toujours un monstre, pas seulement une victime, mais quelqu'un qui se frayait un chemin dans un paysage plein de trous, d'inégalités et de peur. D'un côté, un univers obsédé par le péché, l'honneur et la réputation. De l'autre, une justice fragmentée, vulnérable à la corruption et aux influences sociales. Maintenant que ce décor est planté, chemins boueux, églises bondées, tavernes bruyantes et chants silencieux, nous pouvons entrer au cœur du sujet. À quoi ressemblait concrètement le quotidien quand on vivait au Moyen-Âge en tant que criminel, en fuite, en négociation, traqué ou en quête de réintégration dans la communauté? À présent que nous connaissons le décor, nous pouvons suivre le criminel de près. Oublie la figure du super méchant, stylisé des films d'action. Au Moyen-Âge, la plupart des délinquants n'avaient pas pour vocation de défier un système. Ils basculaient peu à peu, une affaire commerciale qui tourne mal, une récolte désastreuse, une dette insupportable, une bagarre qui dégénère. Et soudain, quelqu'un franchit une limite, parfois sur un coup de tête, parfois par désespoir, parfois parce que le risque semble calculé. Commençons par les petits vols. Du linge mis à sécher, des outils laissés sur un champ, de la nourriture sur des étals bondés. Pas d'alarme, pas de caméra, pas d'équipe de sécurité. Il suffisait d'un instant d'inattention. Pour beaucoup, voler n'était pas un projet sur le long terme, mais un raccourci en temps de faim ou de crise. Pain, fromage, morceaux de viande, fagots pris dans la forêt seigneuriale, tout cela pouvait constituer un délit. Et un point central apparaît ici. La justice réagissait souvent plus durement quand la victime était aisée que quand on volait un pauvre. Sur les routes,
reliant les localités, on rencontrait un autre type de criminel, le bandit de grand chemin. Voyager, c'était prendre un risque. Marchands, pèlerins, messagers transportaient marchandises, argent, documents, lettres. Une attaque bien préparée dans un endroit isolé pouvait rapporter une petite fortune. Certains brigands opéraient seuls, d'autres en bande. Il arrivait que des gardes ferment les yeux, voire participent. Dans certaines régions, des groupes armés imposaient des péages illégaux. On payait pour être laissé tranquille. Techniquement, c'était un crime, mais avec un parfum de service aux limites de l'ordre officiel. La base sociale de cette criminalité recoupait souvent les marges de la société. Tavernes, auberges bon marché et marchés faisaient office de carrefour. On y échangeait des nouvelles. Qui avait de quoi payer, qui voyageait seul, quel village comptait peu d'hommes capables de se défendre. La taverne médiévale était à la fois bistrot, centre d'information et amplificateur de rumeurs. Un salut, une chope, quelques mots murmurés et une opportunité se dessinaient. De là naissaient des liens de protection, des aubergistes qui cachaient des fugitifs, des voisins qui juraient n'avoir rien vu, des artisans qui rachetaient à vil prix des biens volés. Et si quelque chose tournait mal, si une victime survivait, si le vol était découvert, si l'on trouvait un cadavre, commençait alors la phase la plus dangereuse pour l'auteur, le moment où l'affaire devenait publique. Dans bien des régions, un délit n'existait vraiment que lorsque quelqu'un le nommait. On trouvait un mort, on sonnait la cloche, la foule se rassemblait et la question se posait « Qui est-ce » On interrogeait les voisins, on ressortait de vieux conflits. La simple absence d'une personne suffisait à éveiller les soupçons. Une fois la rumeur lancée, la vie du suspect pouvait basculer dans une spirale descendante presque impossible à enrayer. L'arrestation elle-même pouvait être brutale. Pas de mandat soigneusement rédigé, mais un groupe d'hommes armés envoyés par le seigneur ou la ville. Pris sur le fait, tu avais peu de marge pour te justifier. Chaîne de fer, cordes, coups sur le chemin. Résister, c'était risquer de graves blessures dès la capture. Parfois, la foule pratiquait la justice expéditive et lynchait le suspect. L'idée « attendons la sentence » n'était pas toujours respectée. La pression collective pouvait balayer la justice formelle. Si l'affaire arrivait devant un tribunal un tant soit peu structuré, un autre théâtre commençait, le procès. Les règles changeaient selon les lieux, mais on s'appuyait généralement sur les témoignages, les rumeurs, la réputation de l'accusé et, à certaines époques, sur des ordalies, porter un fer rouge, être jeté à l'eau, combattre en duel judiciaire. Si tu survivais ou t'en sortais avec peu de dommages, on y voyait un signe de soutien divin, une blessure grave, la noyade ou la défaite, pas de chance. Avec le temps, ces pratiques reculèrent, remplacées par d'autres méthodes, dont la torture utilisée dans les affaires graves pour arracher des aveux. C'est là que tout devient particulièrement sombre. L'aveu était la reine des preuves. Quand, après des heures de supplice physique et psychologique, l'accusé reconnaissait les faits, le verdict était quasiment scellé. La torture ne servait pas toujours à chercher la vérité. Elle confirmait souvent ce que les juges croyaient déjà. Certains finissaient par avouer n'importe quoi, pourvu que la douleur cesse. Aujourd'hui, cette idée nous choque, mais de nombreux juristes et théologiens de l'époque estimaient qu'une torture bien encadrée pouvait même être profitable à l'âme, puisqu'elle poussait le pécheur
à confesser sa faute avant la mort. Cela ne signifiait pas pour autant que chaque criminel finissait au bout d'une corde. Il existait des échappatoires. L'une d'elles, c'était l'argent. Dans certaines régions et périodes, on pouvait acheter la paix en versant des compensations à la famille de la victime ou à l'autorité. De telles ententes transformaient parfois un homicide en opération de calcul. Quelle valeur donner à une vie? Pour les pauvres, la somme exigée était en général inaccessible. Pour les riches, une dépense douloureuse mais possible. Le message implicite était amer. Avec assez de moyens, on pouvait réduire même des fautes graves à une transaction financière. Une seconde issue se trouvait du côté religieux, le droit d'asile. Se réfugier dans une église, s'accrocher à l'autel, faire sonner la cloche, cela pouvait au moins te faire gagner du temps. Dans bien des régions, celui qui atteignait l'intérieur d'un sanctuaire se plaçait sous une protection temporaire. Il n'était pas libre, mais momentanément soustrait à l'arrestation. S'ouvraient alors des négociations, bannissement, confiscation des biens, promesse de quitter le pays, longue pénitence. On escortait parfois le coupable jusqu'au port le plus proche et on l'obligeait à embarquer sous serment de ne jamais revenir. Une manière d'effacer un problème de sa propre carte du monde. Mais tous n'arrivaient pas à temps dans un lieu sacré, ne pouvaient pas payer ou fuir avec succès. Quand la condamnation tombait, la peine pouvait devenir un spectacle public. Exécution devant la foule, cadavres laissés sur place, membres tranchés, marques au fer rouge. Dans certaines régions, on coupait les oreilles des voleurs récidivistes ou on mutilait le nez, des stigmates permanents qui les transformaient en avertissements vivants. Il ne s'agissait pas seulement de punir, mais de mettre en scène un message. Le signal était net. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient l'ordre établi. Fait frappant, la sévérité ne visait pas seulement les vivants. Le suicidé médiéval portait un stigmate particulier. Mettre fin à ses jours était considéré comme un grave péché, une attaque délibérée contre le plan de Dieu. Dans certaines régions, on traînait le corps dans les rues, on le pendait la tête en bas ou on l'enterrait hors du cimetière consacré. Souvent, l'État confisquait les biens, plongeant les proches, déjà en deuil, dans la ruine. La logique était implacable. Même mort, le criminel servait encore d'exemple dissuasif. Un avertissement aux vivants. Ta vie ne t'appartient pas entièrement. Pour ceux qui parvenaient à s'enfuir, l'existence n'avait rien d'une aventure romantique de hors-la-loi. Le banni oscillait entre forêts, chemins de traverse et cachettes de fortune. Pour se nourrir, se vêtir, obtenir des nouvelles, il dépendait de complices. Froid, faim et maladie étaient presque aussi menaçants que les gardes. Les chances de vieillir étaient minces. Beaucoup finissaient par revenir près de leur région d'origine, cherchant la réconciliation avec la communauté, ou se faisaient trahir par des proches espérant en tirer avantage. Le prix de la fuite permanente, c'était la solitude, la méfiance et l'usure du corps. En ville, certains tentaient une reconversion. Un voleur réputé pouvait, avec le temps, devenir informateur au service des autorités, aider à traquer d'autres criminels et obtenir en échange protection ou remise de peine. Dans certaines zones, des bandes entières négociaient une sorte de trêve avec les puissants locaux. Elles promettaient de maintenir l'ordre à l'intérieur de la ville si l'on fermait plus ou moins les yeux sur leurs attaques sur les routes. Rien de très moral, mais parfois, le système préférait un criminel
plus ou moins contrôlable à une criminalité complètement incontrôlée. Le grand conflit qui traversait la vie d'un criminel médiéval, c'était la marche permanente sur une ligne de crête entre peur et calcul, peur de la mort, de l'enfer, de l'humiliation publique, de la faim, de l'abandon, et en parallèle des calculs incessants: où voler, à qui, combien oser prendre, combien puis-je payer, qui soudoyer, vers quelle église courir, quel juge tenter d'attendrir. Il n'existait pas de barème de peine affiché partout. À la place, un mélange de coutumes, de rumeurs, d'exemples destinés à effrayer et de petits arrangements informels. Circuler dans ce réseau demandait du courage, du sang-froid et beaucoup de chant. Au fond, la vie d'un criminel au Moyen-Âge reflétait la société qui l'entourait, comme dans un miroir déformant. Plus les inégalités étaient fortes, plus grande était la tentation de briser les règles. Plus la répression se faisait brutale, plus l'énergie se concentrait sur l'art de lui échapper. Et plus grand devenait, paradoxalement, le prestige de ceux qui y parvenaient. Voleurs de légende, meurtriers sauvés de la potence, personnages élevés presque au rang de héros locaux lorsqu'ils défiaient un pouvoir jugé injuste. Entre condamnation officielle et admiration secrète, le criminel médiéval avançait sur un fil, toujours à 2 doigts de la chute. Depuis ce fil tendu, nous pouvons élargir la perspective. Que nous dit la manière dont le Moyen-Âge traitait le crime sur ses idées de justice, de péché et de communauté? Et, plus dérangeant encore, qu'est-ce qui résonne encore aujourd'hui dans nos systèmes saturés de dossiers, de mots de passe, de caméras et de codes pénaux? Si l'on prend maintenant un peu de recul, la vie d'un criminel au Moyen-Âge ressemble moins à un film palpitant qu'à un jeu de survie en mode extrême. Il ne s'agissait pas seulement de craindre la sanction de la justice terrestre. C'était aussi la peur de l'enfer, des ragots, de la faim, des hivers glaciales, du seigneur, de l'évêque, du voisin qui pouvait te dénoncer. Vivre aux marges, c'était avancer en permanence avec une cible invisible dans le dos, dans un monde sans portrait robot, sans papier, sans pile de dossiers. Aujourd'hui, la criminalité semble encerclée par la technologie. Caméras, haute définition, base de données, mots de passe, procédures standardisées, techniques médico-légales. La figure du délinquant est, du moins en théorie, prise dans des filets de procédures, de défense, de détention, de réinsertion. Au Moyen Âge, l'accent était ailleurs. Au lieu de rééducation, on misait sur l'exemple. Le corps puni devenait une image vivante. Le pendu au bord de la route, le voleur aux oreilles coupées, le suicidé traîné dans le village, tous servaient de panneaux d'avertissement permanents. C'était l'équivalent physique d'un grand panneau clignotant « Ne fais pas ça ». Cette obsession de l'exemple avait un effet collatéral. Elle déshumanisait. Dès qu'un condamné n'était plus perçu que comme un corps qui pend, un nom murmuré, une cicatrice, son histoire disparaissait. Il cessait d'être quelqu'un avec une famille, des peurs et peu de bonnes options, pour devenir un cas d'école ambulant. La société voyait la punition, mais rarement la mécanique qui l'avait produite. Pauvreté, absence d'alternative, abus de pouvoir, fossé immense entre ceux qui pouvaient se racheter et ceux qui n'arrivaient même pas à manger à leur faim. C'est précisément là que le passé commence à dialoguer avec le présent. Nous aimons nous dire que tout cela est derrière nous, que notre justice est froide, équilibrée, neutre.
Mais un simple coup d'œil suffit pour repérer des ressemblances. Qui subit les peines les plus lourdes? Qui a le plus de chances d'y échapper? Qui peut transformer un délit en simple amende et qui perd toute sa vie pour une faute? Le Moyen-Âge caricature ces contrastes. Il ne les invente pas. Il rend visible à gros traits ce que d'autres époques dissimulent plus subtilement. La carte de la peur a elle aussi changé. Pour le criminel médiéval, l'horreur se dédoublait. Mort physique et damnation éternelle. La même Église qui pouvait offrir l'asile rappelait sans cesse le risque de l'enfer. Confesser ses fautes avant l'exécution, faire pénitence, accepter humblement la peine, tout cela passait pour des moyens de sauver son âme lorsque le corps était déjà perdu. Le criminel se trouvait face à deux tribunaux, l'un terrestre, l'autre divin. Parfois, le second semblait plus effrayant que le premier. Aujourd'hui, dans beaucoup de régions, la dimension religieuse est moins forte, mais une autre forme d'éternité subsiste, celle des archives. Une faute grave peut suivre quelqu'un pendant des décennies. Casier judiciaire, difficulté pour trouver un emploi, méfiance permanente. Autrefois, le stigmate se lisait sur le visage. Une cicatrice, une oreille mutilée, la mémoire d'un village. Aujourd'hui, il réside dans des données. Au lieu de pointer du doigt quelqu'un au cabaret, on élimine une candidature dès la sélection. La technique change, le mécanisme d'exclusion moins. Cela ne veut pas dire que rien n'a évolué. Les progrès sont énormes. Droit pour les accusés, interdiction de la torture, loi écrite, possibilité d'appel, débat public sur les abus de pouvoir. L'idée que les personnes mises en cause ont des droits, et pas seulement le devoir d'avouer, marque une rupture profonde avec le monde médiéval. Mais si l'on regarde qui remplit les prisons, qui meurt le plus souvent dans les affrontements, qui est désigné comme menace dans les médias, une chose apparaît. Aujourd'hui comme hier, la justice reflète les hiérarchies sociales. Regarder le criminel médiéval, ce n'est donc pas seulement s'adonner à un hobby historique, c'est aussi un test de sensibilité. Si l'on se contente de sourire de la dureté des peines anciennes sans en comprendre la logique, on risque de reproduire le même réflexe avec d'autres outils. La peur comme raccourci. La potence se transforme en gros titre. Le feu en campagne de haine en ligne. La victime exhibée au village en vidéo virale. Le désir de justice immédiate demeure séduisant. La question la plus sincère est peut-être celle-ci. Si tu étais né paysan pauvre dans un village médiéval, entouré de faim, de violence, et presque sans espoir réel d'ascension, à quelle distance serais-tu toi-même de la ligne criminelle? Si le vol de nourriture déterminait si tes enfants mangeraient ou non, ce geste te paraîtrait-il si clairement condamnable? L'histoire de la criminalité médiévale montre, derrière toutes les caricatures, des humains confrontés à des situations extrêmes, dans un monde qui offrait peu de chemins sûrs à ceux qui démarraient du mauvais côté de la barrière. Au début, nous avions cette image. Au lieu de « votre paiement a été refusé », tu te vois toi-même comme exemple pendu au gibet. Nous pouvons maintenant ajouter « avant que la corde ne se serre, il y a presque toujours une vie entière derrière, des années de travail éreintant, de dettes, de faim et un système qui te considère comme sacrifiable. Le corps qui se balance au vent n'est que le dernier chapitre d'une histoire longue, nourrie à la fois par les choix individuels et la structure du monde où ils se sont produits. La vie d'un criminel au Moyen Âge nous tend
avec toute sa dureté, un miroir que révèle notre manière de punir à notre sujet? Quand des gens, dans quelques siècles, regarderont nos systèmes actuels, prisons surpeuplées, flux incessants de faits divers, que verront-ils? Croiront-ils que nous étions plus justes que les hommes du Moyen Âge? Ou simplement plus raffinés dans nos méthodes? En fin de compte, il ne s'agit peut-être pas seulement de voleurs, de potences et de tavernes. Il est question de cette frontière mince entre ordre et vengeance, de ceux à qui l'on accorde le droit de se tromper et de recommencer, et de la façon dont chaque époque transforme sa peur en loi. Le Moyen-Âge l'a fait avec des cordes, du fer chauffé à blanc et des sermons tonitruants. Nous le faisons avec des codes, des caméras et des clics. Dans les deux cas, le criminel n'est pas qu'un personnage marginal. À travers lui, une société montre de la façon la plus nette ce qu'elle valorise vraiment et ce qu'elle est prête à sacrifier pour se sentir en sécurité.